Retour sur la thématique du péril en la demeure. Quelques heures entre la première partie et celle-ci, donc reprise en, avec une prise de risque maximum, étant entendu que j'ai juste une petite idée pour amorcer. Alors voilà. Je me promène, je vais visiter un lieu. Je le visite de mémoire, car je ne peux plus le visiter de visu. Présentement, ce lieu a disparu. Il a disparu de plein de manières. Il a disparu parce que les gens qui étaient des connaissances à moi ont disparu. Ils ont disparu, le lieu a disparu, la raison sociale de ce lieu a disparu. Ce lieu qui a existé pendant des décennies, qui a fait dans la production, dans la transformation plutôt, d'une ressource marine, en grande partie, ce lieu qui était là pour transformer la matière vivante en quelque chose que nous pouvions, dont nous pouvions nous délecter sans tenir compte sans tenir compte de la limite fixée par la nature. Il y avait une dénaturation de cette matière dite produit. Ce bâtiment de transformation se trouvait tout près de l'eau, sur la falaise. Il est fort probable que cette partie de la falaise s'est effondrée. La falaise, on va dire, de grès, continue de se fissurer et de sombrer dans la mer par pans entiers. Il y a des choses comme ça. Beaucoup de choses ont sombré. Beaucoup de choses ne sont plus de ce monde, sauf dans nos mémoires. Nous les visitons. Nous nous y arrêtons de temps en temps. Pas très longtemps, mais souvent quand même. Nous avons le regret, je dirais pas comme deuxième langue, mais comme première langue. Nous pratiquons cette langue du regret à longueur de journée. Des regrets dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas de regret. C'est comme ça. Nous avons été mis au monde pour apprendre à constater, apprendre à vivre avec le regret, à constater combien le regret est une chose qui croît comme une tumeur maligne. Ce regret va nous emporter. Mais pour l'instant, il nous tient compagnie. Alors, paradoxalement, nous nous nourrissons de ce regret. Nous aimons quelquefois nous pencher sur des choses perdues, mais pas toujours de façon très triste, très peinée. Il y a des choses qu'on regrette, mais qu'on a laissé passer. Alors j'ai rencontré quelqu'un, il se trouve que chacun de nous rencontre des gens
J'ai laissé passer une personne. Je le regrette. Je regrette son absence. Mais je peux pas me dire que cette personne, c'était quelqu'un d'essentiel pour moi. Je ne suis, moi, peut-être pas essentiel dans la vie des gens que j'ai rencontrés, mais les gens que j'ai rencontrés n'ont pas été essentiels dans ma vie. Ce sont des rencontres qui se sont faites au hasard. Voilà. On a tiré. J'ai tiré à chaque fois la paille la plus, je sais pas, à chaque fois. Donc, mais fondamentalement, j'ai dû renoncer, ou on m'a fait renoncer, mais ça revient au même. Je t'ai rencontré. Brouillard sur brouillard. J'ai pas eu le temps de te voir clairement. Est-ce nécessaire que je puisse arriver à te voir tel que tu es en réalité après avoir enlevé tous les voiles, les 7 voiles, les 10 voiles, les millionièmes de voiles, les millions de voiles, car souvent dans ce parcours, dans cette quête de la connaissance de l'autre, nous enlevons un voile pour en découvrir un autre. Sans cesse, nous sommes un peu frappés par ce refus du dévoilement. Donc, j'étais parti sur l'idée, voilà, je voulais visiter. Alors, je visite un cimetière qui est disparu. Je visite un morceau d'un fort, une tour qui restait. Cette tour a disparu. Il y a plein de choses qui ont disparu. Pas pour des raisons, j'allais dire, de transformation urbaine ou... Non, ça disparaît parce que la mer réclame ce qu'elle a donné. La mer est en pleine reconquête. La transgression marine, comme on l'appelle, c'est la mer qui entre de façon continue, qui sape les fondations, qui entre, qui se faufile par en dessous pour fragiliser les structures en place qu'elle a elle-même favorisées. Voilà, ainsi un jeu de va-et-vient. La mer a donné naissance à ces formations. Et la mer les érode. Et la mer les réclame, les emporte avec elle. C'est comme ça que ça se passe. Alors on pourrait dire que le mouvement s'accélère. Il est possible qu'il y ait comme un emballement, que l'on peut voir de son vivant des pans entiers, de telle ou telle falaise s'en aller dans la mer du Nord, dans la mer Atlantique, l'Atlantique Ouest, l'Atlantique Nord-Ouest, l'Atlantique, je sais pas, Sud-Ouest, peu importe le lieu, c'est à chaque fois le même spectacle. Péril en la demeure. Les souvenirs ne sont finalement, n'ont qu'une permanence provisoire. Les souvenirs sont là tant qu'on est là. Les souvenirs sont là tant qu'on est en capacité de les rappeler. Je redonne une forme, je redonne des contours à un événement passé, fini l'événement. Constatons tout de même que nous avons plus de nostalgie envers les choses de notre enfance que celles
de notre jeunesse, ou de notre âge d'adulte, nous n'avons pas spécialement. Nous nous inscrivons dans les temps premiers, là où les marquages étaient forts, là où les choses avaient un fort impact sur nous. Nous rencontrions une architecture, un monument, un décor, un environnement, des bruits, des sons, des odeurs, des choses que nous voyons. Et des fleurs, une plante. Oui, la première fois, c'est toujours la foi la plus importante, la foi qui reste, la première fois. La première fois. Le premier coucher de soleil, la première fois où on a la pluie de printemps, celle qu'on a vu arroser la terre et qu'on a aimé. La première fois où on a été ramasser les escargots, la première fois où on a goûté aux fruits de la vie, une figue. Une figue. Une grosse et belle et juteuse figue. La première fois qu'on a bu du petit lait, ce lait que la grand-mère a travaillé au moment de la sieste, à la secouer à la fin. C'est le délice, c'est divin. Il y a le beurre, mais il y a surtout ce petit lait, est comme léger. Mais pas comme le lait, c'est autre chose. C'est un délice. Un délice. À nul autre pareil, à la bonne température, la bonne consistance. Ça descend comme et ça vous fait du bien. Un bien-être que l'on voudrait permanent. D'ailleurs, le paradis n'est-il pas le lieu où il est promis un accès illimité aux sources liquides, au liquide et au petit lait, laban, du laban, sans restriction, open laban. Péril en la demeure. Simplement, nous profitons du temps qui nous reste. Pourquoi nous disons cela? Profitons du temps qui nous reste. Profites-en. C'est pas vraiment la bonne attitude que l'on voudrait avoir. C'est pas tellement profiter, c'est on voudrait prendre le relais, être les porte-voix, les porte-vie de certains qui sont passés de l'autre côté, comme on dit. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre côté. Mais nous avons l'habitude, prise depuis longtemps, de diviser les choses en deux.
il y a ce monde, et puis il y a un autre, il y a le monde de la vie limitée, et puis il y a le monde de l'éternité. Alors, l'illimité. Souffrance ou réjouissance. Deux, encore une fois, une dualité, encore une fois. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'entre-deux, ou alors c'est vraiment incertain. Alors, il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Apparemment, il était penseur. Apparemment, il avait la prétention de comprendre. Il a compris. Il a voulu comprendre. Il a voulu ordonner. Il a voulu donner un sens. Tracer des lignes. Révéler des mystères. Il a voulu nous éclairer. Aujourd'hui, il ne peut plus éclairer personne. Il est mort. Ses yeux se sont fermés. Sa bouche s'est fermée. Et c'est tu. Il n'écrira plus. Il ne dira plus rien. Peut-être qu'il a laissé des enregistrements qu'on pourra entendre sa voix. On aura l'impression qu'il est toujours vivant. Mais en fait, il n'est plus. Il est mort. Un mort et un autre mort. Et puis, si tu regardes à droite ou à gauche, ou au milieu, peu importe, il y a encore un autre mort. Là, ce sont deux hommes qui sont morts. À côté, peut-être qu'il y a une femme. Peut-être, on fait pas. On n'annonce pas les morts des jeunes. Toujours des gens qui ont eu la chance de vivre, quand même, qui n'ont pas été fauchés par la guerre, ou par la famine, ou par un phénomène violent, pas par une tempête, pas par un incendie, pas. Ils ont vécu jusqu'à 60 ans, 70 ans, 71 ans, 11 ans peut-être, 71. C'est suffit, ça y est, on en a assez, c'est bon, on peut s'en aller, mais aller où? Voilà la question. Tu peux t'en aller, mais aller où? Il n'y a pas d'où qui tienne, il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu. Alors je vais où? Je vais dans un trou, je vais dans une urne. Ah, le choix. Pas un troisième choix, juste ou la terre ou le feu. Oui, fondamentalement, dirait l'autre. J'entends le mot journée, et je comprends pas. Est-ce une journée, est-ce un voyage? Disons que ce serait mieux si c'était les deux. A journey with a lady whose named Caroline. C'est extraordinaire à quel point l'écrit est impossible, à quel point nous pouvons commencer, mais nous ne terminons jamais parce que nous n'avons pas les moyens de terminer. Les moyens scripturaires, nous n'avons pas les mots écrits, mais nous avons les mots oraux. Ça, on en a. Alors, permets-moi de te rendre visite. Permets-moi. C'est vrai,
La première fois que je t'ai écrit, la première fois où je t'ai écrit, t'étais quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, t'as changé. C'est vrai. Et ce n'est pas grave. Je viens constater avec toi l'ampleur du changement. Je te rends visite. Tiens, montre-moi, parle-moi. Je vais pas rester longtemps. C'est juste une visite. La seule, la première et la dernière visite. Je vais te demander de me raconter une histoire. Ou deux ou trois. Peut-être des histoires moyennes, pas trop longues, ni trop courtes. Raconte-moi une histoire. Choisis-moi-en une qui puisse m'inspirer, dont je puis me souvenir. Une histoire, raconte une histoire, même si elle n'est pas de toi, mais raconte-la à ta manière. Allez, fais-moi visiter les chapitres, fais-moi visiter les chapitres de ta vie, raconte-moi, fais-moi voir. Ouvrons ce cahier, ouvrons-le et voyons, regardons ensemble. Il y a là divers paysages, divers moments. Tu es là à des moments souvent heureux. Tu sembles toujours être dans un état, dans un bel état. Est-ce que tu aurais fait une sélection? C'est pas toi. T'as pas toujours été joyeuse. La vie, t'as pas épargné. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce que tu as un mot à dire pour qualifier les choses? La vie, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. La vie, c'est bien, c'est pas bien. Il faut la vivre jusqu'au bout. Il faut dire stop, j'en ai assez. Faut-il vivre, même si on n'est plus tout à fait en capacité, on n'est plus tout à fait soi, vivre malgré les déficiences, malgré les incapacités, malgré les lourdeurs, malgré les douleurs, malgré l'écrasement, malgré l'écrasement, malgré les souvenirs les souvenirs, ça fait rarement mal. Les souvenirs. C'est bien d'en avoir, même s'ils sont quelquefois gris clair ou gris foncé. Oui. Faut pas faire de discrimination. Toutes les couleurs sont belles. Alors les souvenirs désagréables, les souvenirs tristes, c'est aussi des souvenirs. La vie, oui, c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et plus c'est varié, mieux c'est. On peut pas être tout le temps dans la béatitude et dans le sourire jusqu'aux lèvres. Non, non. Péril en la demeure. Entre toi et moi, il y a des milliers de lieux, milliers de mondes, il y a milliers d'obstacles. Tu es peut-être juste à côté, mais c'est comme si tu étais à des milliards d'années-lumière, dans un temps et dans une dimension inaccessible, et pourtant, t'es juste à côté. Toi aussi, t'es juste à côté. Vous êtes tous juste à côté, mais il y a des barrières infranchissables. Mais ça semble ne déranger personne. Moi, ça me dérange. Alors, je serais pour une ville où il y aurait des passerelles de partout. Passerelles bâties entre les habitations. Bâties dans le vide. Et ce vide-là,
il est utilisable. On peut bâtir une passerelle comme ça pour permettre la circulation. Tiens, toc, je viens boire un thé chez toi. Ben, et bon, et après je reprends la passerelle et puis je vais. Des passerelles partout. Petites passerelles, grandes passerelles, des passerelles toutes simples ou des passerelles très compliquées, des passerelles artistiquement faites, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait des passerelles. Ah oui, péril en la demeure. Comment en fait aborder cette reprise tout en étant dans le sujet et non pas hors sujet. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait nous imposer cela? Il est vraiment passé le temps du jugement, de la notation, de la remarque hors sujet. Tout texte est malvenu parce qu'il est hors sujet. Il est bien, mais il est hors sujet. Ça nous arrive à nous aussi d'être des hors sujets. On peut être hors sujet, hors temps, hors époque, hors société. On peut même être hors de nous-mêmes, comme si nous étions expulsés ou maintenus à distance de nous-mêmes. Il peut y avoir comme ça des fractures à l'intérieur d'une unique et même une même unité. La désunité dans l'unité. Formellement, ça semble homogène, mais il y a tellement de fractures, il y a tellement de ruptures, il y a tellement c'est disloqué. Au fond, ce sujet-là est totalement disloqué, fragmenté, éclaté, dispersé. À quoi ressemble le néant? A-t-il un goût? A-t-il une odeur? Y a-t-il un bruit spécial que l'on entendrait si on était mis au contact du néant? Le néant, c'est quelle musique? Il y a la musique des sphères, il n'y a pas la musique céleste, mais il n'y a pas la musique du néant qui raconterait le néant. Le néant qui nous attend pour nous avaler, le néant qui est en avenir certain, le néant qui t'attend même et qui t'attend sans se hâter. Il prend son temps, il t'attend. Il ne se fatigue pas. Il attend. Faut-il qu'il attende très longtemps? Pour lui, c'est pas important d'attendre. L'important, c'est d'avoir, de posséder, d'effacer, d'abolir. Plus trace de l'être, plus aucune matérialité, plus aucune effectivité. C'était. On a fait quoi de ces possessions? On les a dispersées. Alors, on les a mis en circulation. Voici un chapeau. Oui. Le chapeau, le fameux chapeau. Ah, il a été vendu sur un marché. Un déballage. Voilà. Il n'a pas été vendu très cher.
Il a fallu le liquider. Il n'avait pas trouvé preneur. Alors le premier intéressé qui s'est présenté, on lui a presque donné. Ce chapeau-là avait une valeur. Ouais, c'était le chapeau qui coiffait la tête de l'illustre homme, celui qui a pensé, qui a épaté le monde par sa pensée, qui a essayé d'analyser, de mettre en rapport des choses, qui vraiment s'est forcé de le faire. Était-il obligé? Non. C'était un peu une habitude chez lui, une manie. Il ne pouvait pas vivre simplement. Il fallait qu'il trouve, il fallait qu'il retourne les choses pour les comprendre. Il fallait qu'il fouille, il fallait qu'il touche à tout, il fallait qu'il se salisse, il fallait qu'il se poussière, et il fallait qu'il... Voilà, et à la fin, il venait vous raconter. Même si vous n'êtes pas intéressé, il vous raconte tout de même. Il vous raconte quand même. Vous dites, cet homme-là est d'un autre monde. Cet homme-là est un homme à part. Qu'est-ce qu'il a rendu si sérieux, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il avait à combler, quel manque, qu'est-ce qu'il avait à compenser. Alors évidemment, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, 2 jours plus tôt, le mot surcompensation. Je ne peux pas le rater, la surcompensation. C'était la fin du monde qui arrive. Il reste 3 jours. Chiffre magique, ou alors il reste une journée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va surcompenser. On va tout faire en excès. On parle pas des gens qui ont un petit appétit, on parle pas des gens qui sont devenus impuissants, on parle pas. On parle des gens qui sont encore capables, voilà, de s'activer. Des gens en bonne santé. Vas-y. Péril en la demeure. Il y a des portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir quelquefois. Il y a des portes qu'il faudrait laisser fermer. Mais on est quand même, on est tenté de les ouvrir. Au risque de tomber sur quelque chose qui nous déplairait. On sait que, à chaque fois qu'on est devant une porte, il y a de fortes chances pour qu'il soit risqué de l'ouvrir. Et nous l'ouvrons. J'ouvre cette porte. Je sais pas pourquoi. Et je tombe sur la nouvelle. Et on me montre. Comme ça. On me dit, voilà ce qui va t'arriver. Encore une fois, regarde. Celui-là, il t'annonce ton avenir. Celui-là, il t'informe. Celui-là, cet homme si prestigieux, si important de son vivant, il est mort. Comment ça se fait? D'accord, il avait les cheveux blancs. Et alors? Est-ce que avoir les cheveux blancs, ça veut dire obligatoirement qu'on est sûr, qu'on est dans l'imminence de la mort? On est vraiment tout près, tout près? Alors il faudra essayer peut-être de tromper la mort, se colorer les cheveux, les poils, tout ce que l'on a de blanc, chasser le blanc en soi. Oui, péril en la demeure.
je viens frapper à cette porte et je demande, je pose la question, il y a quelqu'un? Je voudrais m'assurer. Et je pose la question encore une fois, il y a quelqu'un? Une voix venant de très loin me répond. Il y a quelqu'un encore ici, mais je ne suis que le gardien, que le souvenir, le gardien des souvenirs. Moi, je suis là, l'esprit de la maison. La maison est vide, il n'y a plus personne. Elle a été désertée il y a longtemps, elle est même sur le point de s'effondrer, cette maison. Oui, elle est morte, elle est décédée parce qu'elle a été abandonnée, morte de chagrin. Voilà, et ça meurt les maisons, ça meurt parce que on n'y allume plus de feu, on n'y chante plus, on n'entend plus, on n'y entend plus les voix des enfants, on s'y dispute plus, on n'y fait plus à manger, on n'y fait plus rien. C'était la maison. C'était une maison qui a réuni beaucoup de gens, puis tous ces gens lui ont fait défection. Alors la maison, elle a espéré, elle est restée, attendu, et puis elle s'est épuisée à attendre. Elle a fini par lâcher, et elle a commencé à perdre de sa consistance jusqu'au moment où elle a commencé à s'écrouler, à échoir. Si un pan de mur qui tombait, voici un plafond, voici un escalier, la maison est devenue invivable. Il reste des traces, il reste la trace de moi, ayant marqué sur le plâtre des choses. Quand j'étais enfant, j'ai dessiné des étoiles à 5 branches. Partout où j'allais, je dessinais des étoiles. Je me rappelle pas qu'on m'ait reproché cela, d'avoir dessiné des étoiles. Et je sais pas ce que sont devenues ces étoiles qui étaient restées accrochées au mur, qui avaient déjà perdu beaucoup de et voici le péril en la demeure, chantons la maison des anciens, chantons la maison, chantons de l'enfance, chantons, nous chantons les anciens, chantons nos grands-parents, chantons nos parents, chantons les jours anciens, les jours d'avant, chantons la chanson que nous répétions longtemps, de ces chants qui ne s'épuisent jamais, repris de bouche en bouche. Oui, chantons la maison, louons la maison.
louons le lieu, louons la demeure des ancêtres, louons-la. Rendons-lui hommage, soyons conscients de l'énorme perte que cela constitue. La maison des anciens balafrés, méconnue, cette maison dans laquelle j'étais accueilli tant et tant de fois, cette maison trop silencieuse à mon goût, mais quand même, elle était là. J'y ai grandi. Presque j'y suis né. Cette maison. J'adorais son premier étage que je trouvais merveilleux, son soleil, sa chaleur. J'aimais pas le rez-de-chaussée, mais j'adorais. Et puis il y avait la terrasse, que je connaissais pas beaucoup. Et la terrasse, tout près de la minaret, la mosquée. Incroyable. Vous montez sur la terrasse et vous avez devant vous la silhouette du minaret. Tout cela presque. Faisons tout cela avoisinant la mosquée, le minaret, le mausolée et toute cette partie de la ville enracinée dans le temps. Cette partie de la ville qui vivait tout près de la mer, qui était tout près de l'ancien port. Ce quartier-là est presque le noyau de la ville, noyé dans l'anonymat presque. Ça n'a plus le rôle que ça avait auparavant. Le port a changé de place. La ville s'est agrandie. Elle est devenue multicentrale. Il y a des centres de partout. Il y a la vieille ville, puis il y a la nouvelle ville, et puis, ou la ville nouvelle, et puis, la ville est devenue immense, tentaculaire. Péril en la demeure. Nous aimons parler. C'est ce qui fait de nous des êtres non sociaux, mais des êtres parlants, avant d'être des êtres sociaux. Nous aimons parler. Nous aimons entendre l'écho de nos pensées. Pensées transformées en mots, en sons. Je te touche avec mes mots. Je t'effleure avec mes mots. Voilà. Je te caresse, ou je te pince, ou je te donne un coup de une gifle, ou je te donne un coup au ventre. Peu importe, toujours avec les mots. Je te fais mal, je te fais très mal, ou je te réconforte, ou je te console, ou je te dis des choses qui te font plaisir, des choses dont tu vas te rappeler, dont tu vas t'inspirer pendant longtemps. Oui, je te donne des provisions de confiance, d'assurance, où je détruis en toi toute capacité
à rêver, à espérer, à imaginer, à désirer. Oui, quoi faire? Quoi faire? Contre une parole, une autre parole. Contre le vide, un plein de son, un plein d'évocation. Le monde s'est arrêté de vivre. Le monde n'a plus de consistance. Il y a longtemps que la catastrophe a eu lieu et le monde que je connaissais a cessé d'exister. Il y a longtemps déjà que je vis seul sur sa terre. Et je m'autorise des allers-retours dans le passé. Et là, je m'approvisionne en sensations, en pensée, en réflexion, en situation, en impression, en rêve, Une fois que j'ai rempli mes sacs, je m'en vais, je retourne dans le présent, que je sais réduit à moi, tout seul. Le monde n'existe plus. Le monde. C'est vrai. Alors, quand des mots venant d'ailleurs font éruption dans votre monde, tel que vous le présentez, tel que vous le ressentez, alors on supprime ces sons. Ce sont des sons parasites, ce sont des sons vestigiels, des sons fossiles quelque part, du temps où le monde était parlant, était sonore, était habité. Péril en la demeure, chantant la fin du monde, chantons la fin du monde, chantons la fin des réjouissances, chantons la décomposition, chantons la confusion, chantons la décomposition, chantons la puanteur, chantons les odeurs putrides, chantons le monde tel qu'il est. Oh, ils sont pas bons, oh, ils sont mauvais, mauvais, mauvais. Ça sent la charogne, ça sent la charogne, ça sent la viande avariée, ça sent la charogne, ça sent la charogne, ça sent la viande avariée. Ah, 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 péril en la demeure. Alors comment les choses changent en fonction de l'état du corps, l'état d'humeur, le fait, voilà, j'ai un ventre plein parce que j'ai ingurgité plein de choses. Alors, on pourrait dire mon royaume pour, je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas de royaume, mais métaphoriquement parlant, évidemment, mon royaume contre
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On ne peut pas sélectionner à un moment, parce que tous les moments sont liés. Puis on n'a pas réussi à donner, comment dire, une intensité à un moment, ou pas dans le passé. On continue de toujours manquer de cette densité, de cette intensité dans le vécu. Je n'arrive pas à te persuader de l'importance et de la du côté irréversible du moment. Ce moment-là est peut-être le dernier, ce moment-là, il est précieux. Alors, vivons-le et considérons-le tel qu'il est, dans cette optique-là, ce moment-là. Ah, d'accord, ben moi, j'en ai connu des moments comme ça, et puis je suis fatigué, ça fait trop de moments comme ça se succède. Non. Alors essayons d'éliminer cette impression de répétition, et vivons un peu plus, car les mots d'aujourd'hui ne sont pas les mots de demain, et aujourd'hui ce n'est pas demain. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut le fêter, faut le vivre intensément. Alors, as-tu un message à me dire, ou as-tu quelque chose à me dire en particulier? Tu peux commencer, tu sais. Commence aujourd'hui. Ah, tu veux qu'on parle de quoi? Ah, le chemin vers Dieu est assez compliqué. Chaque fois que je commence à me diriger, je suis distrait par autre chose. Le chemin vers l'absolu, le chemin vers la rédemption, le chemin vers l'ailleurs est un chemin assez peu oui, on perd son emprise sur les choses. Un peu, ça nous file entre les doigts. Comment faire pour garder prise? On possède, mais on ne possède pas. On est le propriétaire de certaines choses, mais on n'en est pas réellement. On n'en est que fait que les locataires, on en dispose de façon provisoire. Voilà, on est des êtres du provisoire. Alors, voyons voir quel goût ça a, le provisoire d'aujourd'hui. Quelle tessiture, quelle texture a ce provisoire. Le provisoire qui ne dure pas, le provisoire qui, à chaque fois, se transforme. Il donne naissance à un autre provisoire. Le provisoire d'aujourd'hui est vraiment quelque chose qui me pèse. Demain, ce sera un autre provisoire. Peut-être un provisoire qui va me faire regretter des choses, un provisoire qui va m'empêcher de vivre ma journée, qui va m'exiler hors de mon propre temps, du péril en la demeure. C'est toujours très interpellant de voir à quel point nous nous installons, à quel point nous prenons racine, ou nous nous enracinons dans des choses, dans des habitudes, dans des inclinations, dans des dispositions
nous avons, certains en tout cas d'entre nous, ont cette tendance à aller vers le sûr et trouvent de la rassurance ou de la réassurance dans les choses, dans le non-changement, dans un permanent qui ne saurait être une vraie permanence, le faux permanent. Comme un peu, voilà, le provisoire, c'est aussi l'impermanent, et et donc, il y a du provisoire qui donne l'impression de ne pas être du provisoire. Il y a des impermanents qui nous donnent l'illusion d'une permanence. Alors nous aimons nous entourer de permanence et de choses qui nous rassurent, qui nous inscrivent dans la longue durée, dans l'extra longue durée. Si il y avait quelque chose à dire sur le monde, s'il y avait un moyen, le moyen de résumer le monde à quelques mots, à quelques phrases, à quelques histoires, le monde, qui nous met comme ça dans une forme d'apathie, une forme de non-mouvement. À quoi sert le mouvement? À quoi peut servir que je m'emballe, que je m'active, que je m'engage, que je me motive, que je participe, que je désire? À quoi ça sert tout cela? Si il y avait, encore une fois, je répète cette idée-là, s'il y avait la participation de tous, chacun prenant une part du travail, à une forme d'évolution, je sais pas, un projet très grand, si on avait l'impression, chacun faisant une partie de la tâche, qui est sa tâche qui demande la participation d'une quantité infinie de gens. Mais quand même, je sais pas, je pourrais dire, moi, je transporte un caillou, un galet, d'un endroit à un autre. C'est ça, ma tâche, à moi. Et à mon niveau, ça me paraît, je ne sais pas comment le coordonner, comment l'insérer dans le reste. Mais moi, on m'a donné une tâche, je la fais. Je déplace ce galet-là, et ça y est. Ou alors, je creuse une petite tranchée, ou alors, je fais un petit trou, et puis je mets une graine, ou je mets une branche. Je fais quelque chose, ou alors, que je passe mon temps à dire des choses, à essayer de faire apparaître un mot particulier ou une suite de mots. C'est quoi la vie? Selon toi, c'est quoi la vie? Qu'est-ce qui pourrait donner sens? Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait d'être là? Qu'est-ce qui pourrait nous consoler sur le fait que l'on est mortel? Qu'est-ce qui pourrait? Ah tiens, tout à l'heure, c'était peut-être hier, c'était peut-être demain, en tout cas. Là, je suis sûr que c'était tout à l'heure. J'ai voulu vérifier si une terre était bien
bien irrigué ou bien arrosé. Je vérifiais. Plutôt dans l'intention de bien faire, d'améliorer le sort des plantes que j'ai fait pousser. Or, malencontreusement, je fais un geste et je casse la branche principale d'une plante qui n'a pas de valeur, une plante qui est finalement considérée comme une mauvaise plante, qui pousse un peu sans demander l'autorisation, mais cette plante, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle existait, qu'elle avait pris, qu'elle s'était épanouie. Elle était belle, elle avait des feuilles jeunes, elle était en plein croissance. Et voilà, qu'évidemment, je l'ai cassée, elle est sûrement elle est sûrement en train d'agoniser alors qu'il est. Elle va mourir, c'est certain. Ces plantes que j'ai arrosées, alors qu'elles étaient presque invisibles, des petites choses qui sont sorties comme ça de terre, parce que j'arrosais un petit arbre, et puis finalement, qui ont cru, certains ont gagné en puissance, voilà, ils se sont épanouis, et moi je ne voyais pas, je les voyais pas, et je ne pouvais pas imaginer qu'une plante puisse, là aussi d'un autre côté, puisse être aussi fragile. Si, voilà, ça a cassé comme du verre léger, comme, je sais pas quel verre, mais ça a cassé comme rien. Donc la tige a cassé. Bien sûr, le monde va pas s'arrêter pour autant. On fera pas, comment dire, il n'y aura pas de funérailles, il n'y aura pas. Voici toujours dans l'intention de bien faire, ça peut quelquefois aller vers du mal faire. Alors, quand on pense, évidemment, on pense les choses en se disant, tiens, j'ai de bonnes intentions, je compte bien faire. Seulement, il y a un geste malencontreux, une parole malencontreuse. Et puis ça y est, on a fait le malheur de quelqu'un, d'un être. Alors je pleure sans larmes. Je suis désolé pour la plante. Je suis vraiment désolé. Je l'aurais peut-être arraché si je l'avais vu, car j'ai tendance à les arracher. Mais là, mettre fin à sa vie sans l'avoir voulu. C'est vrai. Certaines plantes poussent. Et je me dis, tiens, ces plantes-là, je n'en veux pas. Donc, je les arrache. Je les arrache avant qu'elles aient pu bien pousser, parce que je veux pas leur donner l'illusion qu'elles avaient encore du temps devant elles. Je les arrache. Et puis, quelquefois, ce que je fais, c'est que je ne les replante pas. Je mets quelque part. Et je les pose quelque part. Au lieu de les voir comme ça sécher et mourir. Et je me dis, si jamais elles prennent racine, je les laisse finir leur cycle. Si jamais elles arrivent à reprendre racine quelque part, là où je les ai posées, je vais quand même arroser et je vais les laisser se débrouiller. Alors on pourra me dire, c'est quand même un jeu, comment dire, un jeu pas net que tu fais là. C'est que ces plantes, elles gênent les plantes que j'essaie de faire croître. C'est pas une histoire quelque part, il n'y a pas assez de place. Et puis, on est toujours là, on est quelque part les bergers de la nature. On arrache, et plutôt, au contraire, on aide à croître. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut éliminer cette façon de faire, passer à une autre façon? Je n'en sais rien. Est-ce que, évidemment, toutes les plantes sont légitimes à pousser? C'est comme ça. Alors, donc, péril en la demeure, comment ça peut être
abordé comme proposition, comme ligne directrice, comme objet d'entreprise orale, mais c'est comme ça. Il y avait des moments, alors on vit dans le passé, et c'est comme ça, et ce n'est pas très grave, on vit dans le passé. Dans le passé, il y a des moments, alors imaginons, vous allez quelque part, vous allez chez quelqu'un que vous connaissez, et en général, ce n'est pas un homme, c'est une femme de vos connaissances, de votre famille. Vous y allez vers la deuxième partie de l'après-midi, et vous savez que vous allez être accueilli, vous allez avoir droit à des douceurs. Voilà, un temps parfait pour la revivification et la consolidation du lien. Si un moment que l'on passe ensemble, on mange, on se régale. Qu'est-ce que vous voulez? Du thé à la menthe, vous voulez du café au lait, vous voulez une boisson, qu'est-ce que vous voulez? Et à côté, vous avez droit à des gâteaux. Vous êtes bien accueillis et on se consacre à vous. Et on s'occupe de vous. Et alors, qu'est-ce que vous devenez? Comment ça se passe? Et il y a quelqu'un qu'on attend toujours, qu'on n'a pas cessé de penser, lui rendre visite. Je compte rendre visite à ma tante. Si tout rentrait, je vais lui rendre visite. Mais ma tante, elle n'est plus là. Et même la maison a changé. Ma tante n'est plus là. Mais moi, je suis encore dans le désir d'être accueilli par ma tante, ou par une autre tante, par celle-là, ou par une autre. Je suis encore dans le désir d'être accueilli, peut-être pas par ma grand-mère, ou alors à la campagne, où je suis en retard. Je n'arrive pas totalement à envisager que tout cela est devenu caduc, comme dirait quelqu'un qui lui-même est devenu caduc. Tout est caduc, tout est has been terminé, a été terminated, la chose. Alors, en ce moment, à cet instant, j'exprime en toute intimité, en toute confidentialité, une sorte de reconnaissance et un regret et une colère contre ceux qui m'ont arraché, qui m'ont enlevé ma tante, qui ont enlevé la sœur de ma mère, et qui m'ont enlevé, qui d'abord ont fait du mal à la sœur de ma mère, et puis qui après ont fait du mal à ma mère. Ainsi une chose. Péril en la demeure. Oui, comme dirait, alors, on construit un peu un mausolée, avec voilà, on met un peu tout le monde dans son mausolée, voici, donc, toute sa lignée, et pour se tenir compagnie dans le grand voyage, pendant le grand voyage, durant les siècles et les millénaires à venir, qui sait, la durée de vie de quelqu'un qu'on dépose en terre, la durée de vie, quoi, même pas un siècle, la terre va changer, la terre se transforme, et nous aussi, alors qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester de ma tante? Ma tante, la tête de ma tante, la belle tête de ma tante, la belle voix de ma tante, toutes ces choses, et cette personne qui avait un aspect parfait, un visage quasi
comment dire, un visage quasi angélique, si je puis dire. Donc nous sommes, mais demain nous ne serons plus ce que nous avons été hier. À ce moment, je suis moi, faisant une chose. Demain, peut-être que je serai toujours moi, mais un peu moins moi, et un moi différent, peut-être, et je serai en train de dire d'autres mots, prenons prétexte sur d'autres thèmes, quoique on est toujours ramené un peu vers ces objets ou ces mots fétiches, ces fixations, ces obsessions, si je puis dire. Péril en la demeure. Il y a besoin de consigner les récits de vie, de consigner les impressions, de consigner les informations, de consigner les choses qui ne l'ont pas été consignées, car tout cela est menacé de disparition. La mort des êtres, la mort physique, et puis la mort abstraite, la mort dans tout ce que l'être avait en plus, son histoire, son enfance, sa personnalité, ses mots, ce qu'il avait de particulier, son sens de l'humour, ou qu'il avait ou qu'il n'avait pas, sa singularité, son caractère. Voici donc péril en la demeure, et je suis fatigué, et en plus donc c'est une raison pour arrêter. Je suis fatigué, j'arrive à 1h15 puis j'arrête. Comme ça, on est là, et puis on est là. Personne pour accompagner, personne pour entamer les démarches pour la résidence ultime. Voici, est-ce que là aussi il va être nécessaire de produire des documents? Est-ce qu'il va falloir passer par des filtres, etc., telle ou telle disposition, telle ou telle disposition de loi, j'allais dire, du code des étrangers, ceci, oui, on va être étranger quelque part. Quand nous arrivons dans l'endroit où on va nous mettre, il va falloir évidemment remplir des papiers pour avoir un droit de résidence. Alors résidence permanente ou résidence provisoire, ça reste à vérifier. Nous allons encore une fois provisoirement déposer quelque part, et puis après on nous mettra ailleurs. Deux fois exilé, 2 fois on va changer de lieu, comment dire, endroit qui nous a accueillis pour nous permettre de faire un voyage. Faire le voyage vers, en attendant. Attendre, être là à attendre que la fin du monde se produise et puis que l'on passe et que l'on entame la deuxième partie, la plus importante, celle de l'avènement du deuxième et de l'ultime, et l'ultime est de monde. Je crois que c'est difficile à envisager, le monde qui naît, disparaît, renaît pour disparaître comme une forme de cyclicité cosmique. Rien ne disparaît finalement.
il y a transformation, il y a transmigration, et puis la matière, elle, je sais pas si la matière est toujours, il y a quantité de matière d'origine, elle est toujours là, sauf au départ, elle était compressée, qu'est-ce que j'en sais moi. Alors voilà, donc simplement, péril en la demeure, j'aimerais faire, mais j'ai du mal. Donc je m'arrête là, à bientôt.